Les Marseillais ont renversé le cours de l'histoire. La monarchie milanaise est tombée, la révolution française du football est en marche. Pour un petit peu fêter ça avec les Marseillais, je crois que c'est la folie là-bas et c'est un petit peu pour eux qu'on a fait. 9 mois après, le club a failli disparaître et maintenant je me retrouve là champion de France. Je me rends pas trop compte encore. L'impression, oui, c'est Eric Dimeco. Jouer une à l'époque, c'était carrément un rêve et la gagner encore plus. Eric Dimeco, le minot qui a tout connu, la D2. Quelle émotion! Le tacle de Dimeco. Alors le tacle, et je déconne pas, je rigole pas, c'est un véritable geste technique le tacle. C'est l'impact. Je m'en fous, je bloque des heures des fois pour écrire un texte. Et même quand je le fais, je suis pas content. Mais bon, fais avec, hein. Bonsoir. je suis un animateur des années 90, donc je dis bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ce soir on est au local, au restaurant 59 rue d'Andoum, pour une émission assez spéciale hors série, parce que d'habitude on parle beaucoup de films des années 90, on est des gens de la pop culture, on est des enfants des années 90, mais aujourd'hui on va faire différent parce qu'on est avant tout des Marseillais. Donc ce soir on va parler de l'OM, de son influence sur la ville et du football romantique qu'on aime. Et puis ce soir avec nous, il y a Seb déjà, Zébu, tu vas bien? Salut, ça va? Ça va, impeccable. Beau comme tout, beau comme un cœur. Je suis content que tu sois là, merci d'être là. Normal. Hein. Ouais. Il y a Nabil aussi. Salut. Ça va? Oui. Surnommé Berbère de Niro, hein, n'oublions pas son surnom, c'est Berbère de Niro. Car un grand fan de Niro, voilà, devant l'éternel. Un homme des années 60. Voilà, exactement. Et ce soir, nous recevons une légende. Une légende. Et pas seulement qu'à Marseille, hein, dans le football français. Voire européen. Ouais, international. Ne soyons pas... Sur le PAF. Ne soyons pas avares de compliments pour cet homme. Déjà, je le remercie d'être là. Énormément, parce que ça me touche vraiment. Et plus particulièrement, enfin, ceux qui aiment le foot ressentent ce qui se passe. Ou ceux qui ressentent Marseille. Exactement. Et Nabil, je vais te laisser présenter cet homme. Je ne pensais pas qu'il y avait un thème ce soir. Une question-réponse, un quiz ou une autre des idées farfelues de Romain. Et je l'ai appelé, il me dit écoute, on reçoit Dimeco, Eric Dimeco. Je suis pas très branché ballon, mais quand on parle de ballon, je sais qu'on parle de ballon. Et puis Dimeco, ça fait sérieux. Ça fait le genre de nom qui remet sa tournée après celle du patron. Une chose est sûre, je suis branché bar. Par contre, là, son nom est sanctifié, dans tout ce d'Andoum en tout cas. Une légende du foot marseillais. Le foot, je passe, mais Marseille, j'en parle. Je vais pas vous faire l'offense, monsieur Dimeco, mais Marseille ce soir, c'est elle l'héroïne de la soirée. Cet immense bordel, sale et puant, qui devient miraculeusement homogène et cohérent dès lors qu'on parle de foot. Les visages burinés deviennent tous frères, blancs, arabes, noirs, gitans, juifs, tous bleus, tous olympiens. Marseille est une ville dangereuse, une ville de passage, une ville où on échoue. On y passe, mais on y reste. Une ville où on pourrit. On ferme les yeux, on les rouvre, les cheveux sont blancs, les doigts sont jaunes et les prises de sang sont alarmantes. Et à tous ceux qui veulent faire de grandes choses, bâtir un empire, s'épanouir, vivre haut, faire porter loin leur nom et marquer l'histoire, eh bien à tout cela, qu'ils aillent ailleurs. Marseille est une ville où on vibre à bas coût. On y coule avec maestria, on y rate sa vie avec éloquence. On y attend la mort à l'angle d'un bar ou au virage nord en plein hiver. Ici, on vit avec peu et c'est déjà beaucoup. Ici, on vit fort, mais simplement. Peu de choses font vibrer les Marseillais. Ces bêtes immondes, mais souriantes. Le soleil, le premier pastis de la journée, les pizzas de chez Étienne, les défaites en quart du PSG, et surtout l'OM. Qu'il gagne ou qu'il perde, l'OM fait sentir à tout un peuple ce que c'est que d'être en vie. Alors, monsieur Dimeco, merci. Merci et buvez la mienne, s'il vous plaît. Marseille vous offre à boire. Merci les gars pour votre accueil. Tu me l'avais vendu comme un poète, c'est joli ce qu'il a écrit là. Merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est ce qu'il ressent. C'est très bien écrit. Ouais, c'est bien écrit, puis ça représente pas mal cette ville, je trouve. Est-ce que ça représente ton Marseille? Ah ouais, bah moi je suis un peu comme ça, c'est un peu la mentalité que j'ai et que j'aime. Et c'est peut-être
pour ça que je suis encore, que je vis encore dans cette ville aujourd'hui. Moi, je suis pas Marseillais, je suis Vauclusien. Donc, je suis arrivé, j'avais 16 ans. Voilà, j'aurais pu en partir après ma carrière. Non, j'ai continué à faire ma vie ici parce qu'elle a un truc de spécial et notamment ça, quoi. Voilà. C'est vrai que je traîne un peu dans quelques bars, à venir un peu plus bas. On les embrasse, on les connaît. Notamment, manger les pieds paquets, les alouettes sans tête. Les pâtes aux boulettes. Exactement. J'ai fait les pâtes aux boulettes récemment. Du muge. Ouais, du muge. Qu'on embrasse. Mika, on t'embrasse. Voilà. Et pour les plus chanceux, les petits oiseaux, mais bon. C'est interdit. Donc on n'a pas le droit d'en parler. En tout cas, merci pour votre accueil, les gars. Merci, monsieur Dimeco d'être présent parce que ça nous touche beaucoup. Et aujourd'hui, avec toi, je vais te tutoyer. Oui, comment ? Avec toi, on va parler un peu de Marseille et son influence sur l'OM et l'OM son influence sur Marseille et vice-versa. Voilà. Et moi, ce que je voulais savoir d'abord, je vais commencer avec Seb, parce que Seb, c'est celui qui s'intéresse le moins au foot. On va commencer avec moi, vas-y. mais bizarrement, c'est toi qui t'intéresse le moins au foot, mais justement, toi, tu as eu une certaine éducation foot pourtant, parce que Marseillais, parce que Andoumois aussi, parce que je ne sais pas, tu vas me dire un peu, toi, comment tu le ressens en fait, comment tu ressens le foot, alors toi qui ne t'y intéresses pas forcément. En fait, je ne m'intéresse pas au foot aujourd'hui. Et en étant un pur Marseillais, j'ai toujours un œil arrivé quand même sur les résultats de l'OM et du PSG. Je pense que c'est quelque chose qui est dans le sang pour un Marseillais. Je sais pas comment le décrire. Pourtant, quand j'étais gamin, j'étais un foot comme tout le monde. On jouait dans la cour de récré avec le ballon en mousse qu'on perdait tout le temps, qui avait des moitiés de morceaux arrachés, qui passaient sous les voitures, qu'on quillait sur les toits, etc. Ça, c'était vraiment rigolo. Puis moi, j'ai un collègue qui a bien joué au ballon quand même quand j'étais gamin, Gaëtan. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. M'embrasse. Et du coup, en fait, je sais pas, il y a eu un déclic où j'ai passé sur d'autres sports. Mais c'est vrai que le fait d'être Marseillais, je ressens quand même toujours d'avoir ce côté l'OM. L'OM restera l'OM. L'OM est un personnage de Marseille en fait. Voilà, ça fait partie. Il y a un côté vivant. Et c'est comme cette ville en fait. C'est comme cette ville. Moi je dis tout le temps que je déteste cette ville, mais je suis amoureux d'elle. Et je peux pas la quitter. Et d'ailleurs je l'ai jamais quittée. J'ai toujours été. C'est une relation malsaine. Mais totalement. C'est exactement ça. Et je trouve que l'OM c'est la même chose en fait. Et on est obligé de le porter dans son cœur et d'être là, d'aimer le Vélodrome et de revendiquer l'OM. De revendiquer qu'on est Marseillais surtout. Après, comme a dit tout à l'heure Eric, il n'est pas né à Marseille et pourtant il est devenu Marseillais. C'est une ville qui adopte. Oui, non, mais c'est pour ça que dans ton petit papier, quand tu as dit on est souvent de passage, on s'y arrête et des fois on y reste. On tombe en panne. C'est tout à fait ça. Mais ton témoignage est intéressant parce que moi j'ai un gamin qui a. Quel âge tu as ? Moi j'ai 35 ans. Voilà, bon, il est né en 91, donc ça fait 32, il va faire 33, donc pratiquement ton âge. Et le foot ne l'a jamais intéressé. Ayant un père qui joue. Ouais, mais au point même qu'à un moment donné, quand il a été adolescent, quand à l'école tout le monde parle de foot, je lui ai proposé de l'amener au stade. Et il m'a dit, mais pourquoi faire ? Donc là, j'ai compris qu'il y avait gros problème. Mais malgré tout, il ne se passe pas un jour sans qu'on lui parle de l'OM, malgré tout. Et c'est pour ça que, comme toi, puisque toi tu vis ici à Marseille, même si ça ne t'intéresse pas, tout le monde en parle autour de toi. Et même on te demande ton avis, si tu n'es pas fan ou si tu ne regardes pas tous les matchs, et tu es presque obligé d'avoir un avis. Voilà, donc c'est pour ça que ce club bouffe tout le monde finalement. Mais je trouve qu'il a une influence sur la ville. Moi, par exemple, Marseille, sans parler forcément de l'OM, même si ça va avec, pour moi, c'est indissociable de Marseille. C'est indissociable. Mais moi, Marseille, je peux la critiquer. Je connais ses défauts. Par contre, dès quelqu'un qui vient d'ailleurs la critique, et même si elle émet les mêmes critiques que moi, je ne le supporte pas. C'est comme si on parle de ma mère en fait. On revient au thème de la femme un peu malsaine qui te tient par les couilles. C'est un peu l'idée. Mais tu sais ce que tu es en train de raconter, il y avait eu un petit buzz là il y a 1 an et des poussières ou 2 ans avec Florian Thauvin qui vient dans une émission de Jérôme Rotten. Les micros sont pas fermés et ils débattent les dingos. Ouais, voilà. Et il y a Jérôme Rotten et le journaliste qui critique Jean-Louis Tour, qui critique, mais pas méchamment, mais une critique.
Et ça avait fait un buzz pas possible. Et bien sûr, j'étais arrivé dans l'émission un jeu 2 jours après, il m'avait demandé mon avis. Et je leur avais dit exactement ça. Je leur avais dit, c'est comme ton enfant. Ton enfant, tu connais ses défauts, il est insupportable. Tu as envie de l'emplâtrer tous les jours. Sauf que si le voisin vient te dire, Tomino, il est insupportable, j'ai envie de l'emplâtrer, c'est pas possible. Tu peux pas entendre ça. Par contre, toi, tu sais, toi, ce qu'il est insupportable et que c'est peut-être à claque. Oui. Et c'est ce qui s'était passé dans cette histoire-là, parce qu'on est les premiers. Et alors, c'est rigolo, parce que vous êtes d'une autre génération que moi. Et moi, c'est vrai que ces derniers temps, notamment depuis l'après-Covid, là, il y a des trucs qui m'énervent encore de plus en plus à Marseille. Et des fois, je me dis, putain, tu deviens vieux con, tu vois plus que les mauvais côtés. Alors que quand je pars en déplacement 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, et que je reviens à Marseille, j'ai plaisir à rentrer dans Marseille, à prendre la corniche, voilà. Et c'est rigolo que des gamins, pour moi vous êtes des gamins, pareil, vous êtes, voilà. Donc ça me rassure, je me dis bon, c'est pas un vieux con finalement, elle est vraiment insupportable cette ville, mais on l'aime. Non, mais c'est une émotion qui traverse le temps, ce qu'on est en train de décrire. Et toutes les générations passées l'ont vécu, et toutes les générations futures, je pense, vont le vivre, mais différemment. Sauf que moi je suis arrivé dans les années 80, c'était pas comme ça quand même. Elle était moins bouillonnante, moins fatigante. Là, elle est de plus en plus bouillonnante, fatigante. C'est pour ça que moi, des fois, je me remets en cause. Je me dis, putain, tu commences à devenir vieux, tu n'arrives plus à suivre le rythme. Ça va, on est jeunes, on image, c'est bon. J'ai l'impression qu'on a l'impression que chaque année, bientôt, Marseille ne sera plus Marseille. Mais j'ai l'impression qu'on a cette impression depuis 50 ans. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Le discours, ce que tu es en train de dire, que tu trouves qu'elle est plus bouillonnante qu'avant. Moi, j'ai mon grand-père qui disait la même chose. Avec lui. Mon grand-père aussi. Mon grand-père est né à rue Chateaubriand et il est mort rue Chateaubriand. Donc c'est pur Marseillais, mais vraiment dans la rue. Donc, il a fait 100 mètres. C'est ça. Mais tu rigoles, mais il a fait vraiment 100 mètres. 42, 68. Et en fait, moi, quand il me racontait Marseille, surtout le quartier ici. Il y a eu un moment, c'était chaud là, ici là. Et voilà. C'était 70, 80. Mais c'est rigolo parce qu'on traverse le temps et à chaque fois on a toujours le même discours. On dit avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça se répète. Tu as raison. Ça se répète. Ça se répète, mais au final, est-ce que ça change vraiment? Est-ce que les mentalités changent vraiment? Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Pour le coup, ne serait-ce qu'en quelques années, l'arrivée de néo-marseillais en grande quantité, ne serait-ce qu'au Vérand'Oum, tu vois, ça change le mode de vie marseillais. Oui. Et surtout qu'après, il se passe deux choses. Eux, ils vont fantasmer cette vie marseillaise-là, ils vont essayer de s'y acclimater et de la singer. La grosse majorité ne va pas y arriver, va partir, ou va devenir faux. Ça va sonner faux. Mais tu as une petite minorité qui va devenir marseillaise. Ouais, et puis quand même, non mais tu as raison, vous avez une vision, c'est bien, bravo les gars. Parce que l'autre jour, on arrive à l'antenne donc avec mes copains parisiens sur RMC, donc mes copains du Moscato Show, Pierrot Dorian qui est le journaliste de l'émission, qui est ce qu'on appelle un bobo parisien, fan du PSG, supporter, assumé, ça peut arriver à tout le monde. Mais très juste et très juste et très voilà, c'est objectif. C'est pas un mec, c'est pas un rageux par rapport. Non, lui c'est un vrai supporter. Et j'étais arrivé à l'antenne parce que je sais pas, là, dans la rue d'Andoum ou Télène, j'avais croisé les vélos électriques, tu sais, les cargos là où tu mets 50 000 petits avec les casques là, tu sais. Et donc ça c'est très parisien. Et chaque fois je prends des crises. Et donc j'étais arrivé à l'antenne en lui disant bon, il y en a marre des bobos parisiens qui sont descendus chez nous avec leur vélo cargo là, 60 petits derrière. Il y en a marre maintenant. Récupère-les, on n'en peut plus. Mais c'est la vérité, surtout ici dans le quartier. Clairement. Et notamment tous ces magasins qui sont très parisiens avec des produits bio. Qui se branlent. Alors là récemment, je vais pas donner de nom, mais bon, c'est faire de la pub, mais c'est génial. Dans la rue Sainte, tu as un magasin qui vend des fleurs, mais tu peux boire le café en même temps. C'est très parisien. C'est des concepts. Voilà, c'est des magasins concept. La laiterie marseillaise où je vais acheter maintenant et ils font leur yaourt, ils font certaines de leurs fromages avec du lait local. Pour le coup, on connaît une personne qui travaille là-bas, elle est toulousaine. Oui, non, mais il n'empêche que la propriétaire est marseillaise. Et c'est vraiment très parisien ça. Et moi, ça, je trouve ça génial parce que souvent, c'est des gens qui mettent en valeur le patrimoine local, en fait, en tout cas la culture locale, voire même les produits locaux. Je suis totalement d'accord avec toi, surtout sur le fait de ramener les bonnes choses qui viennent de Paris, parce que Paris c'est la capitale, donc forcément tout arrive en premier là-bas.
mais ramener les choses de Paris, les transformer à notre sauce et garder notre essence marseillaise. Après, il y a un problème. C'est que ces Parisiens, lorsqu'ils viennent à Marseille, ils ont un peu le même comportement que, tu sais, les mecs de quartier quand ils vont à la Jonque. Ils pensent... Pardon. Mais ils pensent qu'ils sont dans une espèce de terre non civilisée et que ce grand bordel est notre façon de vivre. Alors que cet amateurisme permanent qu'il y a à Marseille, il est très pesant pour les Marseillais. Ah oui, fais des travaux à Marseille. Il va te tirer une balle. Non, mais il y a un truc qui est différent aussi. Alors, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Marseille, de toute façon, c'est un joyeux bordel et il faut l'aimer. Moi, il faut s'en préserver aussi. Il y a d'autres villes dans le monde qui sont un peu similaires à Marseille. Je pense à Casablanca, qui est un joyeux bordel aussi et qui me fait beaucoup penser à Marseille sur la façon de vivre. Que les gens ont Naples même. Mais tu vois, au début j'étais pareil, je disais mais tous ces gens, alors il n'y a pas que des Parisiens en plus qui viennent à Marseille, il y a des Parisiens, il y a des Toulousains, il y a des Bordelais, on en connaît. Mais ces gens-là, moi j'ai appris, ils m'ont fait redécouvrir un petit peu ma ville. Et ça en fait, c'est récemment que je le redécouvre. Parce que tu parles de gens qui l'ont aimé. Mais c'est des gens qui sont venus ici parce qu'ils ont aimé, ils ont idéalisé cette ville pour les belles choses qu'elle avait et qu'elle a. Oui. Est-ce que c'est pas un des derniers endroits en France où il y a encore un peu de vie, mais de la vie, comment dire, brute et crue entre guillemets, sans. Est-ce que c'est pas ça qu'ils cherchent un peu? Après, on n'a pas fait toute la France. Non, perso, j'ai pas fait toute la France. Ne serait-ce qu'Aix-en-Provence déjà, tu vois. Ouais, c'est pas loin. Il y a déjà un souci. Je veux dire, on a peut-être avec le temps, on a oublié, mais comme tu vois, on va revenir sur une belle femme et compagnie, mais peut-être qu'on oublie de voir qu'en fait elle est belle. Parce que on a l'habitude. Moi, j'ai revu des couchers de soleil au Catalan. C'est vrai. Mais ça faisait des années que je m'étais pas dit, mais en fait c'est incroyable ce qu'on a ici. En plus, il y a beaucoup d'apéros qui sont faits maintenant. Exactement. Oui, voilà. Et ils mettent en avant, je trouve, la ville. Ils la remettent en avant. Mais même là où tu as raison, c'est que quand je parlais de magasins un petit peu typiques, c'est comme aussi la nourriture marseillaise qui on parlait du muge tout à l'heure. Voilà. Mais ça c'est récent, ça. Moi, c'est vrai. Des mecs qui font des journées pâte aux boulettes, alouettes sans tête, les pieds paquets, les escargots, il y avait typiquement méditerranéen. Voilà, donc avec les panisses maintenant qu'on met à l'apéro chez les bobos, alors que les panisses c'était le truc. Moi, les panisses, j'ai souvenir quand j'étais vraiment gamin que les panisses c'était chez moi, mon père qui le faisait. Voilà, c'est ça. Tu avais le rondin. C'est ça. Voilà, le rondin que tu fais à la poêle. Et aujourd'hui, c'est partout dans les restos. Et maintenant, c'est de partout. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'il y a une génération, votre génération malgré tout. Mais c'est pas qu'à Marseille, là où alors peut-être pas exprimé de la même manière, mais tu vois les Bretons, de plus en plus, ils travaillent leur culture bretonne, les Basques. Moi, j'ai des copains, voilà, les Corses n'en parlent pas, mais ça a toujours été le cas. Mais c'est vrai que nous, à un moment donné, on a un petit peu laissé. Il y a une génération, peut-être même la mienne, qui a laissé. oublier. Qui a laissé partir la culture marseillaise. Et c'est les jeunes, parce qu'ils ont envie de. Il y a ce besoin peut-être d'identité, voilà, exactement. Dans un monde de plus en plus globalisé, on ne va pas faire de la psychologie à deux balles, mais c'est la vérité, puisque tout est ouvert maintenant. Et on se rend compte que vous avez créé un truc maintenant où les gens, quand ils viennent, tu peux les amener dans un truc très typique marseillais, quoi. Moi, il y a un moment où c'était plus le cas. Je pense qu'il y a aussi un autre phénomène sous-jacent, c'est que tout à l'heure tu parlais des générations des années 70. Ces générations-là, elles aspiraient beaucoup à s'enrichir. Elles aspiraient à avoir beaucoup, à posséder beaucoup, à s'élever et quitte à sortir même de Marseille. Les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup moins. Ils aspirent à vivre. Et donc il y a une espèce de... On a oublié l'idée de s'enrichir. Je sais, quand je mange avec les vieux de l'avenir et tout, les mecs ils parlent que d'argent. Ils ne parlent c'est vrai, que ça, de l'argent qu'ils ont eu. Tu le disais tout à l'heure qu'on a peu mais on vit bien. Et nos nouvelles générations, en fait, elles ont tourné le dos à l'idée de la villa Thalassa, tu vois. Mais par contre, de l'apéro, de ce plaisir au quotidien. Convivial. J'ai l'impression que ça a été exacerbé après le Covid, totalement. Où il y a beaucoup de gens, mais même nous les vieux, qui se sont rendus compte que
finalement la santé est le plus important. Tu vis dans un cadre merveilleux, profite quoi. Et, c'est maintenant. Et être heureux, c'est pas d'accumuler, c'est de partager avec des potes. On a été privés de nos potes pendant je sais pas combien de semaines. C'est vrai. Et on s'est rendu compte derrière que c'était la partie de boule avec l'apéro et les copains, la partie de boule. Moi j'avoue que c'est une de mes. C'est le meilleur moment. Eh ben oui, on en fait quelques-uns avec mes potes, quelques-unes de belles parties avec mes potes, parce que c'est vrai que c'est typique de chez nous, mais c'est aussi le bonheur aussi. De la vie. Oui, bien sûr. Je pense que si le Covid a amené quelque chose de bien, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas que du bien, mais. Ouais, pas que du bien, mais malheureusement, mais s'il y a une chose, c'est ça, c'est que on a d'autant plus envie de se rassembler aujourd'hui. Et en ce qui concerne Marseille, pourquoi le stade est plein aujourd'hui ? Parce que je pense qu'on nous a privés d'un stade plein pendant des mois et voire un an. Quand même. En vérité, aujourd'hui, Romain, tu veux croire en quoi ? Moi, les politiques qui te mentent du matin au soir, t'as pas vraiment de perspective d'avenir sur un plan matériel. En quoi est-ce que tu veux croire, si ce n'est l'occasion tous les dimanches, un dimanche sur deux? Mais je crois à la brigade. Tu vois. Tu parlais du stade Vélodrome. Ouais. Moi, souvent, c'est mon propos quand je vois ce stade Vélodrome. Tous les matchs, plein. Tous les matchs. Oui. Depuis 2-3 ans, depuis après Covid, on peut le dater. Et pourtant, ce moment, on peut le dater. Et même mais même sur les 2 dernières années, tu as perdu plus de 20 points à domicile. Ouais. Moi, j'ai connu des années où tu perdais 2 matchs de suite à domicile, tu pouvais pas sortir du stade, tu te faisais siffler, les mecs venaient plus le match après. Et ça, c'est. J'ai l'impression que tu as raison en parlant du Covid, mais il y a aussi, je trouve, un nouveau public qui est venu. Oui. Et beaucoup de jeunes qui viennent en bande pour partager un moment. Notre génération, justement, qui. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je vais me faire engueuler. Pour partager un moment, tu vois, voilà, comme tu dis, l'apéro, c'est un moment particulier. Et ils ont pas l'œil des supporters que j'ai connus, moi, quand je jouais, qui étaient des vrais connaisseurs, mais durs. Parce qu'ils avaient connu les années 70. Quand tu jouais du côté de Gannet, c'était les commerçants, parce que c'était très identifié à l'époque, c'était très géopolitique le stade. Donc, moi, mes grands-parents étaient abonnés. Voilà. Tu avais les commerçants qui étaient du côté de Gannet, les bourgeois du côté de Jambouin, tu avais les quartiers nord, le quartier sud c'était plus étudiant ou enfin un peu. Et c'était dur, les mecs ils étaient durs. Là maintenant je trouve qu'ils sont, et tant mieux d'ailleurs, ils sont très très indulgents. Ils viennent plus pour venir, limite plus pour le stade que pour le match. Voilà, pour l'ambiance, pour exactement. Pour passer du bon temps. Voilà, avec des potes. Et ça me fait penser. Tu vas au stade toi un peu? Oui, mais alors je vais pas voir des matchs de l'OM, alors j'en ai vu des matchs de l'OM. Et très rugby. Moi je vais voir des matchs de rugby. C'est beau sport, c'est bien. Mais pas cette année. Tu vas voir France-Irlande là au mois de février. Et il n'y a pas encore les places qui sont sorties. Ça va sortir. Par contre, je vais voir la finale du top 14 au Vélodrome. Mais d'ailleurs, les joueurs de rugby adorent le Vélodrome. Ouais, les joueurs de l'équipe de France, ils adorent venir jouer au stade Vélodrome. Plus généralement, ils gagnent. Galtier en parlait d'ailleurs. L'ambiance, et en plus, ils gagnent chaque fois qu'ils viennent. C'est l'écrin, c'est un écrin magnifique. Non, mais c'est un stade qui est extraordinaire. Moi, j'ai connu le vieux stade, enfin l'ancien stade, on a tous connu d'ailleurs, avant le nouveau stade aussi. Et c'est vrai que même l'ancien il avait une gueule. Même quand je me rappelle, je sais plus dans quel PES il y avait le Vélodrome. Alors à chaque fois, la première fois qu'ils ont fait le Vélodrome dans PES, c'était incroyable. C'était incroyable. Première fois qu'il y avait que tu voyais les stades en fait. Tu reconnaissais les stades génériques. Ouais, premier où ils ont fait le Vélodrome. Tu reconnaissais les virages et tout. Je crois que c'est ça. Non mais celui-là est beau. Ils l'ont bien réussi. Moi je le trouve magnifique. L'ambiance est extraordinaire. Il y a tout le monde à peu près dans le monde du football, de tous les sports d'ailleurs, qui partagent, avec qui on partage le stade. Tout le monde dit ce stade il a un truc. Il a un truc. Alors il avait déjà un truc avant. Oui. Non mais là ils l'ont bien réussi. Mais là les infrastructures plus les supporters. Alors, on ne peut pas débattre. Ce qui est un peu incroyable dans ce stade, c'est que c'est un stade qui est en plein milieu de la ville. Et ça, quand tu vas dans d'autres villes, ça n'est jamais en plein milieu de la ville. C'est rare. Ouais, c'est-à-dire que les nouveaux stades souvent sont un petit peu excentrés. Nous, c'est quand même un des plus gros stades de France. Plus vieux aussi, un des plus vieux aussi. Mais en plein centre-ville quoi. Donc c'est quand même incroyable. Moi ça m'a toujours fait halluciner. Bon du coup on peut plus se garer nulle part mais... Avant, partie du charme. On va faire une toute petite pause pour faire le changement de joueur parce qu'en fait il y a le numéro 7 et le numéro 9 ils tiennent pas sur la... Et ils ont 60 minutes dans les jambes. Non mais le tout c'est de le savoir. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont donné. C'est comme les joueurs de l'OM en ce moment, ils ont que 60 minutes dans les jambes. Espérons que la Gatouze va nous aider.
Juste avant de faire la petite pause, toi, en tant qu'ancien joueur de l'OM, t'aurais adoré jouer dans ce nouveau stade ou... Ah ouais. Ah ouais, non. Bah après, j'imagine, je connaissais un peu la réponse. Oui, non, mais même, quand je vais commenter dans ce stade-là, je me dis, waouh, j'aurais aimé jouer là, quoi. Ouais. En termes d'ambiance, de stade, de ressenti, de lieu, qu'est-ce que tu mets au-dessus du Vélodrome? Alors, moi j'ai la chance de beaucoup voyager. J'ai commenté le championnat anglais pendant de longues années, donc je les connais tous. Ouais. En Angleterre, tous les stades sont devenus aseptisés, même le Anfield, même Anfield qui est un stade qui peut, ils ont une grosse équipe, donc j'ai vécu des matchs assez extraordinaires contre City avec des 4-3 ou des 5-3, enfin des trucs un peu extraordinaires. Mais le stade se réveille quand l'équipe joue bien. Okay. City, c'est le cimetière. L'Emirates, n'en parlons pas. L'ancien de Tottenham était top. Là, le nouveau, pareil, il est beau, mais ça a perdu. Voilà. Donc, c'est devenu des stades aseptisés. En plus, ils ont mis des prix très chers. Donc, ils ont évacué beaucoup de supporters qui étaient peut-être un peu les plus chauds. Voilà. Et donc, si tu veux, en Espagne, en Italie, la Juve, c'est sympa, mais c'est Milan, c'est pas mal. Milan, c'est pas mal, mais c'est pas au niveau d'ici. En Espagne, l'Atlético c'était bien avant. Ouais. Là, c'est. C'est Vanda Arena. Ouais, le Metropolitano. Ouais. Et non, il faut aller en Turquie. Turquie. Tu vas à Galatasaray, Fenerbahçe. J'ai vécu un Fenerbahçe OM merveilleux avec une ambiance 2-2. Non, on perd 2 chez nous. Non, mais là-bas, on gagnait 2-0, je crois, ils reviennent 2-2. C'est ça. Et ils ont mesuré les décibels. À Fenerbahçe, c'est le plus de 100 et quelques décibels, c'est un Boeing au décollage. Et je voulais pas le croire. Dans tout le stade. Et j'avais commenté, quand il gueule, j'avais commenté, j'avais retiré mon casque pour commenter sur des actions parce que c'était fou. Ah, c'est fou. Voilà. Et puis Beşiktaş, Fenerbahçe, c'est pareil. Grèce aussi, il y a quelques stades. Ouais, quelques stades qui sont sympas. Mais après, dans Italie, Espagne, Allemagne, c'est sympa, mais non. En fait, le Vélodrome, c'est pour ça que les mecs hallucinent tous, même quand ils viennent de l'étranger jouer, ils hallucinent. Moi, j'ai le souvenir je l'ai fait au stade et merci mon ami, un très bon ami d'enfance qui m'a offert une place contre Leipzig. Oui, le match était fou. Mais je voulais pas aller au stade. Au début, je disais non, je peux pas, demain je travaille. Non, j'y suis allé. Et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, des 15 dernières années, voire ça doit être une des plus belles soirées. Une des plus belles soirées que j'ai vécues en tant que supporter, tu vois, et en plus au stade. Mais c'était une dinguerie. Ça tremblait sous les pieds. Incroyable. Le PSG de Coupe de France de la saison dernière était pas mal aussi. Était pas mal. Et apparemment, il y a un changement et je crois qu'il y a une voiture qui. Dans les années 80-90, il y a toute la scène rennaise, un peu Niagara, Elie Jacquenot. L'émission est en cours, moi je le laisse parler. C'est en cours là? Ah non, oui, mais c'est pas grave. Tu sais, nous, notre émission, c'est des potes qui discutent de ce qu'on aime. Donc là, tu parlais de ton groupe, du coup, Osiris. Oui, c'est ça, ouais. Et tu essayes d'aller jouer en Bretagne. Oui, on va aller. Ouais, on nous demande, il y a beaucoup de Bretons qui nous contactent sur Instagram ou sur Facebook. Et donc, il faut on va aller jouer en Bretagne. Nos amis bretons, faites quelque chose, faites venir Osiris. On va contacter le président de la Bretagne. Voilà. Garde la parole, parce qu'il est Tite, notre représentant marseillais de la brigade. Exactement. Breton, celtico-provençal, comme j'aime. Et supporter du FC Lorient. C'est vrai, avant toute chose. Ah, les merlus. Ouais. Les merlus. Les merlus et les sardines, ça va. Ça va. Ça le fait. Ça va bien. Bonne entente historique entre Lorient et Marseille. Même il y a eu officiel des accords de prêt. On a eu Jordan Ayew, André Ayew, Rachman Barry aussi. Rachman Barry, c'est vrai. Rachman Barry. Bemba Dieng. Exactement. Ah, Nico, ça va? Ça va et toi? La Bible du football. Des années 90 surtout. Ouais, 90, 2000, 2010. On y touche un peu. C'est quoi le maillot? Alors ce maillot, il y a une histoire ce maillot. C'est le FC Concours, petit club normand, pas loin de la Bretagne, qui a sorti ce maillot cette année. Un petit club amateur qui sont en D3 ou D4 régional et gros buzz sur les réseaux en ce moment avec ce maillot. Et tu as une attache en Normandie du coup ou pas du tout? Pas du tout. Juste le maillot. Il adore les maillots bizarres. Voilà, j'aime beaucoup les maillots bizarres. Rien à voir avec Christophe Concours du coup. Et non, malheureusement non. J'espérais une petite histoire comme ça. Je leur ai demandé, ils n'ont pas d'attache particulière avec Christophe. Ils font ça en toute égalité. Il est très beau maillot. Très beau. Avec un petit sponsor sympa. Écoutez, si le FC Concours veut venir dans la brigade nous en parler de ce maillot, de cette équipe, avec grand plaisir. Moi j'ai une question, les gars. Oui. Vous étiez où
en mai 93. Vous étiez né au moins? J'étais né. Alors j'étais né aussi. Moi, parce que la première partie, ils n'étaient pas nés. Ah ouais, mais non. Ouais. En fait, Nabil avait 1 mois et demi, je crois. Alors moi, j'ai pas de souvenir de mai 93. Par contre, j'ai souvenir de 91. Oh là là. Mais non. Et mauvais. Si. Quelle année déjà? 88. 88. Et en 88 aussi. fait, alors je suis très petit, mais c'est mon premier match que mes parents m'ont mené voir au bar de mon petit village. Il y a des images qui le prouvent. Gina Servi, tout à fait. Et donc j'étais tout petit. Et bon, c'est un petit traumatisme. Ouais. Voilà. Ça commence là. Hein. Ça commence Et là. c'est quoi le souvenir? C'est le souvenir de la soirée au bar avec tout le monde, tout le village réuni. Surtout ça, ouais. Surtout ça. Le match. Aucun souvenir. Mais voilà, la première mi-temps, surtout après. C'est Eric qui te le raconte le match, mais bon. Ouais, non, mais non, il vaut mieux raconter ta soirée, c'est rigolo. Je pense, voilà. Donc 93, non, pas de gros souvenirs, mais 91, malheureusement, ce petit souvenir-là, ouais. Bah, après 93. Honnêtement, aucun souvenir. Moi, j'étais en Bretagne, j'avais 3 ans, je suis 90. 3 ans, aucun souvenir. Les premiers souvenirs de foot arrivent un peu plus tard, 95, 96, quand tu commences à jouer en débutant. Mon père stadier au Moustoir, donc t'arrives un peu 98 pour toi, l'équipe de France, je présume. Premier grand souvenir, vraiment 95, 96 où tu commences en débutant. Moi, j'ai commencé le foot tout de suite. On est une famille de footeux et mon père était stadier, bénévole dans les équipes de jeunes au FC Lorient. Du coup, j'étais vraiment au stade tout le temps. J'ai souvenir d'avoir vu l'OM à l'époque, on était en Ligue 2 au Moustoir avec un doublé de Ravanelli terrible. Bref, des traumatismes aussi. Bah, mais aujourd'hui, c'est bon, tu es adopté. Ouais, merci. Moi, j'ai demandé à ma mère qui est juste dans l'assistance là-bas. Incroyable. Voilà. J'ai demandé à ma mère, parce que moi j'ai des vagues souvenirs d'être sur le dos de mon frère qui a à peu près ton âge, mon grand frère. Et du coup, j'ai des souvenirs d'être sur son dos. Du coup, et j'habitais à Villelor. Donc, du coup, voilà. Où, et il y avait tout le village à la maison parce que mon père aimait bien recevoir. Voilà. Donc ma mère a précisé, dit qu'il y avait le boucher aussi. Qu'il y avait le boucher du village. Et ça a fini comment? Tout le monde est sorti? Non. Là, c'est grosse fête à la maison et mon père très heureux et surtout mes grands frères. J'ai le souvenir de mes grands frères qui étaient émus aux larmes. Ouais, mais c'est ça les souvenirs. Parce que eux, du coup, ils avaient connu 91, ils avaient dû connaître Benfica avec la main de Vata, 89, et 90. Pour le peuple marseillais, c'est quelque chose de gigantesque quand même, ce 93. Ben, ce qui est marrant, je me plais chaque fois à la raconter parce qu'elle n'est pas vieille cette histoire-là, mais elle reflète quand même cette ville. Il y a 1 an maintenant du coup, puisque c'était l'année dernière, avant l'anniversaire des 30 ans. Un matin tôt, j'étais en ville, j'avais un rendez-vous pour boire un café avec un pote. J'étais un petit peu en avance sur mon scooter, j'attendais. Et il y a un petit gamin de 10 ans qui est passé devant moi, il s'est arrêté et il m'a regardé, il m'a dit Monsieur Dimeco. Donc j'ai dit mais tu es tout petit, il devait avoir 10 ans, il avait un gros cartable là. Et donc j'ai dit mais tu es tout petit, comment tu? Il me dit mais mon papa il m'a montré tous les matchs, j'ai vu tous les matchs, 93. Et donc c'est un peu spécifique. Alors c'est pas spécifique à cette ville parce qu'en Angleterre il y a beaucoup la transmission comme ça. Il y a beaucoup de gamins qui connaissent l'histoire de leur club. Les supporters de Liverpool qui ont 15 ans, entre 15 et 20 ans, ils connaissent qui gagne, Dalglish et tout. Voilà. Et en Angleterre il y a cette culture très forte de la transmission, voire même de la. Des petits de Liverpool que j'avais croisés au Brésil pendant la Coupe du Monde, qui étaient venus passer la Coupe du Monde, me racontaient qu'à l'école on leur apprenait carrément. À l'école on leur apprenait l'histoire de leur club parce que en plus à Liverpool tu as Everton et Liverpool, donc voilà, on t'apprenait l'histoire du club de la ville, quoi. C'est magnifique. Donc voilà. Et à Marseille il y a cette transmission. Moi pareil quand j'ai Liverpool, les stades sont super proches en plus. Ouais, il y a un parc là. Ouais, c'est Everton et Liverpool. Comme le parc Borelli d'un côté et l'autre. C'est fou, c'est incroyable ça. En plus, c'est la même entité au début qui après se sont séparés. Alors là, plus ou moins le même club. Je te dis, c'était vraiment. Ils sont fous. Mais alors, du coup. Alors, tu sais que, juste pour l'anecdote, puisque comme je le disais tout à l'heure, pendant des années, j'ai commenté le championnat anglais et me suis retrouvé un jour à commenter Liverpool le jour de Noël, pendant le Boxing Day. Voilà, donc ça devait être aussi le 24, le 25 ou le 26. Et donc, je me lève le matin, je bois mon café. L'hôtel était la grande avenue de Liverpool. Et là, d'un coup, dehors, je vois une effervescence. Donc, tout le monde regardait. Et il y avait la course des Pères Noël. Sauf que les Pères Noël, les supporters d'Everton, sont habillés en bleu. Donc, ils ont des habits de Père Noël bleus. Et les supporters d'Everton, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en rouge. C'est pas génial. Et donc, il y a des Pères Noël qui courent à Liverpool autour de Noël.
Noël, là, je sais pas exactement la date, mais c'est chaque année. Et donc, il y a des Pères Noël bleus et des Pères Noël rouges qui courent en fonction de ton club. C'est merveilleux. C'est génial. J'avais trouvé ça merveilleux. D'ailleurs, ça manque un peu en France, ce côté derby dans la même ville. Non, mais là, c'est. Quand tout à l'heure on parlait de Liverpool-Everton, c'est cette expérience dans une même ville d'avoir deux clubs. Moi, je l'ai vu, j'avais été en Argentine à La Plata. Bon, Buenos Aires, c'est encore autre chose où il y a une vingtaine de clubs professionnels, mais à La Plata, qui est une ville à côté de Buenos Aires où il y a 1 million d'habitants, donc un peu la même taille que Marseille, où il y a vraiment deux clubs forts, Gimnasia et Estudiantes. Mais c'est une folie, genre la ville elle est divisée en deux, il y a des quartiers, il y a le mur central du quartier écrit ici c'est un quartier Estudiantes, ici c'est un quartier Gimnasia, tu parles aux gens, c'est tes amis, d'un coup ça parle ballon, ils se séparent genre. Mais Milan c'est comme ça. Et en France on n'a pas en fait ça, il n'y a aucune ville. Mais non, il n'y a pas de. C'est là où on se rend compte qu'en France, on a un problème de culture foot, quoi, parce que c'est difficile à Marseille pour notre club d'exister. Ouais. À Paris, c'est pareil. Alors non, il y a le Paris FC. Il y a le Paris FC. Mais ils pourraient se se débrouiller à avoir deux clubs en première division. Ils auraient le potentiel. Pour une ville comme Paris, c'est pas possible. Ça n'intéresse pas peut-être. Ça n'existe pas en fait d'avoir une ville. Je crois que c'est la seule ville, la seule capitale européenne où il n'y a pas de club en truc pro. C'est triste. Ouais, tu as raison. En Allemagne, l'Union et l'Hertha. En Italie, c'est la Lazio. Le Red Star un peu, mais bon, même c'est la banlieue, c'est même pas mais manque de côté culture foot, même dans des clubs, même dans les pays du Maghreb ou quoi, il y a des clubs, il y a en Grèce, Istanbul, pareil, partout en fait, partout. Les gars, moi j'ai pour le deuxième sujet de la brigade, je voulais parler du romantisme. Parce qu'on est des grands romantiques ici, on va pas se cacher. Ça m'avait pas sauté aux yeux. Non plus. Tu m'apprends quelque chose sur moi-même, c'est ça. On est des gros romantiques dans le football. Dans le football en tout cas. Et moi je voulais je voulais parler du romantisme, je voulais parler un peu de cette différence qu'il y a entre le football d'avant, quand je parle d'avant, de ce qu'on a connu étant enfant. Est-ce que il a changé pour nous parce qu'on a des yeux d'adulte et puis des yeux d'enfant, ou alors est-ce qu'il a vraiment changé? Et toi, tu étais déjà adulte quand on était enfant, donc du coup, tu vas pouvoir nous aiguiller aussi. Ça, est-ce que toi, le football d'aujourd'hui, par exemple, a perdu son romantisme? Oui, c'est un mot qui. Mais tu vois de quoi je parle beaucoup. Non, mais c'est un mot que j'entends beaucoup, que j'aime d'abord, et qui correspond, oui, un petit peu à ça. C'est-à-dire, dans le romantisme, tu peux mettre l'attachement au club, le fait au maillot, le fait de pouvoir faire toute ta carrière dans un même club, ou en tout cas d'y rester longtemps, de le marquer. Là aujourd'hui, un garçon qui arrive à rester longtemps dans un club, c'est anachronique, c'est exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Ça n'existe même plus. Regarde, tu as le petit Verratti qui a fait une longue partie de sa carrière à Paris, puisqu'il est arrivé, il n'était pas encore fait comme joueur. C'est pas son club formateur. C'est pas son club formateur, mais on peut dire qu'il a touché le monde professionnel à ce moment-là. Et il aurait pu rester à Paris, mais et ça s'est mal fini parce que et je trouve ça un peu. Et je comprends d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du stade qui était plein d'une recherche d'identité. J'ai l'impression que ce romantisme-là, on essaie de le trouver ailleurs que dans la composition de l'équipe maintenant. Totalement. Parce que moi, quand je parle de romantisme, je parle également de tout ce que tu as dit, mais des joueurs. Parce qu'il y avait des joueurs qui avaient cette étiquette romantique. Et là, c'est là que je vais vous demander vos joueurs les plus romantiques pour vous. Alors, moi, je sais que toi, Eric, c'était Johan Cruyff. Oui. Et tu étais le petit Cruyff. Alors ça, j'ai raconté ça un coup, on ressort ça aujourd'hui. C'est sur un tournoi, un entraîneur qui avait dit ça un jour, quand j'avais joué contre un entraîneur allemand. C'est parce que j'ai joué attaquant. En plus, je jouais attaquant. Sur ce tournoi-là, je jouais avant-centre avec mon club, la MJC d'Avignon. Et c'est un club allemand. Et j'avais flambé, j'avais mis des buts. Et puis c'est vrai que j'étais attaquant un peu. En plus, j'avais la coupe, puisque c'était dans les années 70. J'avais la coupe des mecs de l'Ajax, parce que l'Ajax c'était les Beatles du foot. Ils avaient tout ce qui allait avec, quoi. Et donc, moi à l'époque j'étais. C'est vrai que j'étais plutôt élégant. Alors que moi on m'a dit le petit Cyril Roll quand même. C'est très différent quand même. J'étais un peu le même genre. Et donc c'est vrai que moi je trouve Cruyff très romantique parce que il a fait l'Ajax et le Barça, il est revenu entraîner dans les deux clubs et puis sa vision du jeu aussi. Voilà. On parlait un peu hors football du romantisme, mais il y a aussi sur le terrain, sur le jeu. Voilà. Moi je sais que mes joueurs de ma génération, les deux joueurs qui m'ont marqué et qui pour moi étaient le plus romantique, c'était Dennis Bergkamp
Bergkamp. D'ailleurs que mon père m'avait amené voir le match Argentine Pays-Bas, et ce but. Incroyable. Et pour moi, je suis tombé amoureux de Dennis Bergkamp et après c'était Eric Elmé. Moi c'était le mien. C'est l'essence même du romantisme dans le football et j'en parle, j'ai des frissons là. Mais il me manque ces gens-là. Il y en a encore. Si on cherche un peu, si on s'amuse. Qui incarnerait ça? Pour moi, De Bruyne incarne. Les Espagnols de Barcelone, les Xavi, les Iniesta, même ceux du Real, même voilà, tu en as encore. Francesco. Moi j'allais dire Totti. Mais il y en aura sur la génération qui arrive là, il y en aura de moins en moins. Voilà, malheureusement. Aujourd'hui, quitte à disparaître même. Aujourd'hui, le joueur dans la vision de jeu. Peut-être pas. Dans la vision de jeu, qui est le plus romantique aujourd'hui? Là, tu parles vraiment ballon. Joueur moderne. Bernardo Silva. Moi j'aime beaucoup Bernardo Silva. Tu peux, ouais. C'est la classe, c'est un esthète. Ouais. Il fait pas trop parler de lui aussi. Oui, parce qu'on parle de romantisme, on parle généralement les romantiques sont des gens discrets. Les Aymar, les Recoba, ce genre de mecs que nous on a connus dans les années 2000. Beaucoup la vision du 10 quand même. Du 10 par rapport au romantique. Tu peux pas être défenseur et romantique. Ah quand même. Tu vois quand tu aimes Puyol par exemple au Barça qui est Capi. Voilà exactement. Et puis même par son comportement, il y a des images encore, je vois traîner sur Instagram. Ouais, quand les mecs sont trop manquent de qu'il va leur mettre une claque parce que ils manquent de respect. Il y a le coup du briquet avec Piqué. Piqué qui se prend un briquet sur un corner. Oui, qui le jette en disant vite. C'est ça. Arrête. Moi, c'est ce football-là. Même Sergio Ramos, il peut être ce qu'il fait de retourner à Séville par exemple. C'est magnifique. Moi, je trouve ça génial. Alors qu'on sait qu'il aurait pu faire un contrat de folie en Arabie Saoudite. Son passage au PSG, la seule l'anicroche. Mais bon, personne n'est parfait. Exactement, oui. Je vais pas lui jeter la pierre. Parlons pas de celui qui fâche. Et à l'OM, ça serait pas notre grand Dimitri Payet, le joueur le plus romantique dernièrement. Moi, je lui en veux un peu personnellement d'avoir un peu dû laisser aller, mais par contre, quel joueur. Oui, c'est vrai. Quand il était au top, il était au top. Que ça soit sur le terrain ou. Et il était très romantique pour voilà. Moi, j'avoue que je l'ai toujours un peu égratigné parce que. Pareil. Parce que. c'est l'élève qui peut il aurait faire. pu. C'est ça. Et puis surtout. On dirait moi. Mais surtout, moi, je disais toujours. Moi je le critiquais parce que vu son talent, je suis souvent resté sur ma faim et quand on me disait mais tu as vu il a mis les buts, les machins, j'ai dit oui mais regarde contre qui il a marqué. Parce que moi j'aime quand tu es décisif contre le PSG, contre Lyon, contre Monaco, contre Leipzig. Moi ce match Vélodrome était. Non mais il a mis des buts de folie, sa demi-volée ou sa volée là, je sais plus contre qui là. Contre Guingamp. Contre PAOK Salonique. Ah non le PAOK. Guingamp il y en a une exceptionnelle. Voilà, non mais en plus même dans le jeu, c'est un 10 presque à l'ancienne. Exactement, dans le romantisme global. Et puis le fait qu'il soit resté longtemps ici. Sa dernière décision. Et puis même. Partir au Brésil. Exactement. Ça c'est très romantique. Pays football, Très très romantique. C'est quand même rare les joueurs européens qui s'exportent au Brésil. Et il va s'éclater. Comme des Gignac. Bien sûr. J'ai l'impression que Gignac s'éclate. Lui, il a fait un choix. 38 ans, il est encore là. Moi, j'aurais adoré si j'avais continué moi, en science-fiction. J'aurais fait Japon. De la D3 écossaise, de la D2 bulgare. J'aurais adoré voyager. Fetim Bigomis qui part au Japon. Le romantisme aussi, c'est le derby de Glasgow pour moi. Ouais. Le derby de Glasgow, c'est quelque chose. Tu vas jouer contre les Rangers. Un de mes plus beaux souvenirs. Là-bas, de stade, parce que donc plus fine à l'écossaise. Oui, vraiment le contexte. Et alors on avait joué un match amical en début de saison contre eux en plein été. On les avait battus, on avait fait un super match et on les retrouve donc en Ligue des Champions. Et donc le match était tendu parce qu'ils avaient une grosse équipe attelée. Ils avaient pratiquement toute l'équipe. C'est la campagne de 93 ou c'est ça. Ils avaient l'équipe d'Écosse plus attelée. Ils avaient une grosse équipe. Et donc ce stade, tu t'échauffes, il n'y a personne dans le stade. Tu rentres pour mettre le maillot. Tu vois, Puis alors celui-là, il est tout ouvert tu vois, il doit faire 40-45 000. Il est ouvert de partout. Et tu reviens un quart d'heure après, 50 000 personnes. Et les mecs,
applaudissent à l'adversaire quand alors il pleuvait, je faisais des tacles de 10 mètres là, et donc toi c'est ton domaine. Tu glissais, tu tapais les balustrades, presque ils te tapaient la tête pour te dire ça leur plaisait. Les mecs ça leur plaisait, les mecs qui rentraient, ça avait été un match de folie au niveau de l'engagement et les mecs applaudissaient. Moi j'ai vu le résumé de ce match doit avoir 2 semaines. Parce que des fois moi à 2h du matin je me frappe des résumés de match. Ce match est particulièrement rigolo. Tu sais que tu peux aller sur le site footballia.net qui est une bible, tu as juste à se créer un compte gratuit, tu as tout accès à des matchs des années 50 à 2000. Des fois tu tombes sur la retransmission suédoise sans sous-titres, mais c'est possible je pense de trouver footballia.net. D'accord, je vais essayer en c'est incroyable ce genre. Toi le joueur avec qui tu as joué le plus romantique, ça serait pas Enzo? Oui. Après j'en ai tellement parlé de mes coéquipiers que je peux pas. Non, Enzo c'est Enzo Francescoli pour ceux. Enzo Francescoli, un de mes un des joueurs qui m'a le plus marqué d'abord par son talent, parce que le mec c'était il jouait de mon côté, tu lui mettais des saucisses, il les transformait en caviar et puis une élégance et puis dans la vie le même, la vie le même, et ça a été un de mes grands regrets, c'est qu'il soit resté qu'un an avec nous parce que ce mec là était exquis quoi. Ça a marqué parce qu'il en parle, récemment il y a eu un reportage sur Canal je crois où il parle on lui parle de Marseille, on lui parle de Zidane aussi, parce que son fils Zidane a appelé son fils Enzo en hommage à Enzo Francescoli. Il est ému. Ouais. Mais... Après derrière il part à Cagliari je crois, non? Ouais. Il part en Sardaigne. Je me demande si c'est Torino ou Cagliari, mais je crois que c'est Cagliari. J'ai lu ça il y a pas longtemps. Ça post-carrière. C'est hallucinant quoi, de partir à Cagliari après l'OM. C'est il est toujours international. Oui, il joue toujours. Il fait rêver la Sardaigne. Alors là aujourd'hui je crois qu'il est à River. Il est dirigeant à River. Dirigeant à River, c'est ça. Et d'ailleurs ils l'ont interrogé et quand il parle de Marseille, il est resté 1 an. Il a dit c'est 1 an, j'ai ressenti 5. Ah ouais, mais moi je l'ai de temps en temps. Encore cette semaine, là j'ai rencontré Kid Francescoli il y a pas longtemps là. Donc, il est en tournée. Là, il est en tournée et je l'ai rencontré dans son studio là pour c'est un Marseillais, Mathieu, donc qui qui est fan d'Enzo, et donc j'ai envoyé un message à Enzo pour récupérer un maillot pour lui offrir là. Quel beau cadeau. Et donc il m'a répondu, il m'a dit je vais venir en France, je vais passer à Marseille parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Moi je le croisais à Miami parce que ma dernière fille vit là-bas et il a longtemps vécu à Miami parce qu'il commentait. Il y a une chaîne qui retransmet tous les matchs argentins notamment et brésiliens, mais lui il travaillait surtout sur le championnat argentin et il était basé à Miami. Est-ce que c'est pas génial d'avoir déjà un homme excellent sur le terrain et en plus excellent en dehors? Ah mais lui c'est un gentleman. Ouais, non mais c'est ce qui fait le côté romantique là. Est-ce que Marseille serait pas la ville la plus romantique de football en France? Si on arrive à être objectif. Non, il y a le FC Lorient. Non, mais nous on est romantique par défaut. On gagne rien. Du coup, on est obligé d'être romantique en fait. En vrai, oui, avec l'époque Gourcuff, pour faire un petit aparté, ça appartient à ce domaine du romantisme. Oui. 40 ans, un mec. Pour nous, bien sûr que c'est le club le plus romantique, parce que. Non, mais même historiquement, on parle de Payet, on parle de Francescoli. Non, mais c'est vrai que vous avez évoqué Bielsa aussi, qui a été. Par exemple, je prends les années rail au PSG. Ouais, pour eux, c'est vrai. Oui, il y a eu avec Ronaldinho aussi après, plus tard, ils ont eu. Mais même quelque chose, quoi. Les années 80 avec Moustapha Daleb qui était numéro 10, gaucher. C'était l'attaquant, comment ça s'appelait? Djukic? Non, c'est pas Djukic, c'est l'attaquant qui est d'origine. Non, il y avait Suzic après qui avait Safet Suzic qui a été pareil, numéro 10 avec une classe attention, là, s'il y a des auditeurs qui supportent le PSG qui nous écoutent, ils connaissent pas ces noms-là. Ah ouais, il y a des vrais supporters de la première heure au PSG. Ils ont eu des joueurs, des joueurs fabuleux. Non, mais l'OM, ce qu'il y a souvent, moi, quand on parle de l'OM, de l'histoire, je vais pas dire une bêtise. Du coup, je vais pas aller sur l'affirmation au complet. Peut-être que vous savez, mais je crois qu'il y a pratiquement pas de décennie où l'OM n'a pas gagné de titre à partir des années 20, je crois, il me semble. Maintenant. Oui, voilà. Il y a les décennies des années 80, c'est dur. Années
80, tu. Non, après ce Non, 88, tu es champion de France. 88, 89, tu es champion de France. L'épopée des Minots en 86. Oui, mais bon, il n'y a pas de titre. Il y a une montée. Il y a la montée, c'est en 84. C'est quoi les 84. La montée, c'est en 84. Très beau reportage d'ailleurs, je tiens à te le dire, tu m'as tiré les larmes. Ouais, c'était bien. Incroyable. Le reportage est incroyable. Ouais, il est super bien fait. Je connaissais les Minots, mais je n'avais pas toute l'histoire. Mais ça, c'est le romantisme absolu de faire jouer les enfants. Ça, c'est cette histoire-là, elle reflète un petit peu ce qu'on disait de ce club-là. De cette folie aussi, de faire jouer des gosses. Oui, et puis surtout la folie même dans la gestion de ce club. C'est-à-dire qu'un club comme l'OM, tout le monde est au chômage. c'est-à-dire que normalement, le club devait mourir. Clé sur la porte. S'il n'y a pas des dirigeants à la tête du football français qui sont attachés au club, parce que le président à l'époque de la Ligue, enfin c'était pas la Ligue, ça s'appelait le groupement des clubs professionnels, mais était gardois ou était du Sud, quoi. Donc il y avait un attachement. Il y avait un attachement, et puis surtout l'OM était quand même une place forte. Bien sûr. Et s'il n'y a pas des dirigeants qui disent bon, on va tenter de finir la saison avec les gamins, on met pas la clé sous la porte, on essaie de tenir 2 mois, espérons qu'ils descendent pas en 3e division, parce que bon, le deal c'était ça, quoi, il fallait pas descendre. Et on imagine quand même que ça c'était il y a 35 ans, à peu près 40. Non, même pas 40 ans, 38 ans. Et ouais. Ça n'arrivera plus jamais. 81, c'était 81. Là, ce qui s'est passé avec Sochaux. C'était 42 ans. 42 ans. Là, 42 ans. C'était en 81. Ça n'arrivera plus là, ce qui s'est passé avec Sochaux, par exemple, parce que je sais que tu as fait un concert avec Osiris, avec un maillot de Sochaux. Oui, parce qu'on a joué. Il se trouve qu'on a joué du coup du côté de Sochaux. De Montbéliard. Au début de l'été, juste quand il y avait les problèmes de Sochaux. C'est vrai. Et donc, alors c'est un club particulier pour moi parce que c'était. Alors à l'époque, c'était réputé comme la plus belle pelouse de France. Oui, exact. J'ai toujours entendu ça. Le Stade Bonal, c'était la plus belle pelouse de France. Et j'ai beaucoup d'anciens coéquipiers qui étaient social. Oui, c'était vraiment la plus belle pelouse de France. C'était pas une légende. Et j'ai beaucoup de Franck Sauzet qui sont passés chez nous, Fabrice Henry, Jean-Christophe Thomas, plus des copains d'équipe de France, Franck Sylvestre, Stéphane Paille. Et puis avec l'OM, on a eu. Il y a eu une connexion à un moment donné. Et c'est vrai que je m'étais fait prêter un maillot de Sochaux pour jouer, pour leur rendre hommage. Parce que c'est beau. à ce moment-là, ils étaient à la. Moi, ça m'attriste ils cherchaient des soutiens, quoi. Pour rebondir par rapport à ça, justement, ces clubs-là étaient des clubs romantiques. Sochaux, Auxerre. Oui, très juste. La Escan, c'était des clubs romantiques. La Escan, on se rend pas compte des joueurs sortaient pas mal de joueurs chaque année qui étaient en Ligue 1. Ça rejoint aussi des clubs implantés dans des villes culturellement, là où la ville influe le club influe la ville. Des clubs comme Sochaux, Auxerre c'était Peugeot, Auxerre c'était Giroud. Les mecs travaillent à la boîte paye le club. Avec en plus au départ du club, c'était un abbé, puisque le stade Abbé Deschamps. C'était vraiment dans les villes à l'époque. Là, ces villes-là, parce que c'était des villes moyennes. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est très rare, puisque c'est souvent les grandes villes. Guingamp, c'est une anomalie. Avec Guingamp, c'est un stade de 18 000 places pour une ville de 8 000 habitants. Tu as l'église, tu as le stade et la mairie, quoi. Et tout tourne autour de et moi, je trouve ça beau, justement, parce que ces villes seront considérées comme des villages presque, tu vois. Et ça en devient des places fortes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu propre à la France, ça. Alors, je sais pas, peut-être ma culture est limitée, mais en Angleterre, en général, oui, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des clubs, des villes aussi petites qui ont des clubs aussi forts. C'est vrai, l'Angleterre c'est très particulier. T'as déjà 10 clubs qui sont à Londres. Et c'est pour ça. Il y en a 4 à Birmingham. Limite, c'est une exception française. De Liverpool, de Manchester. Alors après, ce qu'il y a en Angleterre, c'est que tu te rends compte, par exemple, quand on parle de romantisme, qu'à Manchester, quand United a été vendu à un Américain, quand City, mais c'est surtout les supporters de United, ils ont créé un petit club à côté, les anciens supporters qui se reconnaissaient plus dans Manchester United, ils ont créé un club, c'est un petit club, mais ils sont pleins et il y a une super ambiance parce qu'eux voulaient retrouver ce côté-là. Et même à la télé sur les matchs d'Old Trafford, tu vois encore des mecs avec des écharpes jaunes et vertes qui sont les couleurs de ce club. Époque Cantona, je crois, parce que Cantona avait un maillot. Mais United a toujours régulièrement une deuxième ou une troisième maillot qui peut avoir. C'est comme City, les couleurs c'est noir et rouge au départ. Je l'avais ce maillot de Robinho, j'avais le maillot de Robinho. Avec rayé comme le Milan AC là. Exactement. Il y a Samir qui a joué avec ça. Bien sûr. Maintenant je le mets plus parce qu'il est en prison, mais
j'ai trouvé très beau ce maillot. Ouais. Et je crois que c'était le début du rachat de Manchester City. C'est même. Ouais, il y avait Samir Nasri qui a joué avec ce maillot-là. Il y a le Kun Agüero qui a joué avec. Ouais, c'est ça doit être le début, celui-là. Tu viens de citer 2 joueurs très romantiques. Oui, très. Moi, Nasri, Samir, et moi, je suis agréablement, même pas surpris, mais parce que je savais qu'il en avait dans la tronche. Mais là, sa reconversion ça a toujours été un garçon intelligent. Et qu'est-ce qu'il connaît le ballon? Il veut passer ses diplômes. Mais ces gamins, on les a fait passer à un moment donné, on les a fait passer pour des racailles, alors que c'était complètement moi. Chaque fois que je parlais du petit Samir Nasri, puisque bon, moi, mon meilleur ami était gérer le centre de formation, en tout cas, il était proche du centre de formation à un moment donné. J'ai le même âge que Nasri, je tiens à dire. Et toujours, il me racontait, quand on parlait mal de Nasri, moi j'essayais de les défendre, mais je ne l'ai pas trop connu. Lui, il me disait, chaque fois qu'on avait des parents qui venaient visiter le centre de formation, qu'on montrait les chambres, on montrait la chambre de Samir, parce qu'elle était toujours nickel, avec des livres, avec des... Son père le surveillait. Ouais, exactement. C'est un gamin rare, quoi. Et j'aime ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il est réhabilité, je trouve. Et Nico, t'as connu ce centre de formation à cette époque J'ai été au centre de formation avec Samir Nasri. Alors moi, tu n'as pas percé, toi, non? Non. C'est des places en part les ballons, sinon j'ai rien percé. Samir était 87, moi je suis 88. Ok. Et je suis rentré au centre de formation, j'ai pas fait longtemps. Mais tu les as côtoyés? J'ai côtoyé Samir et Ahmed Yahoui. Mais qui habite pas loin. C'était plus fort. Ah d'accord, je savais pas. Qui est du quartier. Mais moi, Ahmed, je le croise souvent devant mon travail. Et les deux étaient adorables. C'était des pattes. Vraiment des bons jeunes. Mehdi Benatia, il est arrivé juste après, non? Oui, juste après. C'est l'année juste après toi, ça alors. Benatia, j'aurais dit avant, moi. Parce qu'il est copain de chambré de Samir. J'ai regardé une interview de lui chez Jacques Nani sur YouTube où il parle pendant 2 heures. Ils sont en tout cas même génération. Alors, est-ce qu'il est arrivé avant et qu'il est parti, ou est-ce qu'il est arrivé après? Benatia, je crois qu'il a un an de moins, il avait 88 comme nous. Le futur directeur sportif de l'OM. Ça y est, c'est lui. Ah, c'est bon? C'est lui. Je crois que c'est bon. Il a signé. Je sais pas. Ah, moi, il n'a pas signé puisqu'il va être comme Campos. Il va être consultant spécial, quoi. Ça, c'est pareil. En termes de romantisme, c'est quand même très particulier, quoi. Maintenant, les mecs sont consultants de clubs, gèrent 2 clubs en même temps. Non, ça, j'aime pas. Moi, ça me laisse perplexe. Après, la vie perso, les gars. Le côté économique du football, le romantisme est mort depuis très longtemps. Par contre, si on parlait terrain, il existe encore, mais économiquement. Non, économiquement, c'est. Non, il vaut mieux pas aller sur ce terrain-là. On va transpirer, on va avoir des boutons. Mais par contre, ce qui peut être génial, c'est de faire un quiz. Mais non. Allez, un quiz à gagner. Allez. Alors, à gagner quoi? Mon respect éternel. Allez, c'est parti. Eric, tu as le temps, Eric? Allez. Ouais? Allez, c'est parti. Alors, moi, si je peux me permettre, j'ai peur d'Eric au quiz. Ah, bah oui. Non, mais je suis nul. Parce qu'il peut te taper. Non, je suis bidon. Je suis bidon, par contre, je suis nerveux. Faites gaffe. C'est ça. Parce qu'on j'aime pas perdre. On t'écoute, tu n'es pas la regarde maintenant. Tu n'es pas la boule noire. Pose cette table. C'est faux. Attendez, je vais me décaler un peu parce que je veux pas que Titouan triche. Moi, alors donc c'est toi qui poses des questions. Ouais, c'est moi. Allez. On est chacun pour ça. Alors, attends, je vais expliquer. On est tous nerveux, je crois. Sois précis, parce que là, il n'y a que des nerveux. Je pose la question, vous me laissez finir la question, évidemment. Pas comme au Kikadi. Ah ouais, d'accord. On te laisse finir, sûr. Oui, laissez-moi finir. Et après, c'est le premier qui prend la main en répondant. Si c'est faux, il ne peut plus jouer de la question. Ah, d'accord, c'est un coup donc. Voilà. Et est-ce qu'il peut reprendre si les autres ont donné le truc? Ah, donc c'est très bien. C'est bon. Ça peut rassurer. Première question. Quelle équipe a remporté la Ligue des Champions en 1988? L'Ajax. Non, c'est non. Alors 88, 89, c'est merde. C'est pas Benfica? Non, on peut repartir. Bayern Munich. Non. Cheoua. Bucarest. Non. Putain, j'en ai une là. Ouais. 88. C'était pas loin, toi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié. Tu as dit quoi? Dis-le, s'il te plaît. C'est bon. Vas-y. Non, tu peux pas dire. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, j'ai dit Ajax et Bayern. Ah, bah le PSV. Exactement, c'est le PSV Eindhoven. Je suis sympa. Tu l'avais? Non, j'allais dire Dortmund. Moi, j'ai dit Eindhoven. C'est quelle année, du coup? 96. Avec le maillot. Avec Yann Kohler. Chapuisat. Ils font la demi, le quart contre Bordeaux. Il y a un quart contre Bordeaux, un demi. Alors en plus, j'ai commenté le PSV Lens et ils ont parlé de ce match. Quel nul. Ah oui, tout à fait. L'Aslan qui fait un. Oui, qui le retourné. C'est incroyable. Contre Dortmund. Et la finale, il y a Mathias Sammer, il y a Chapuisat, il y a Yann Kohler. Contre la Juventus de Zidane et Deschamps. Exactement. Allez, donc c'est qui? C'est bon. C'est toi. 1-0.
Quel joueur... Ah, les gars, faut... Attends, on te laisse finir. Hein. Ouais. Quel joueur italien a pour stat 2 matchs et 2 buts contre son camp à l'OM? De Séguier. Attends, toi t'as dit des Séguier? De Séguier. Non. Comment il s'appelait déjà? Je vous donne un petit indice, il a joué à Parme avant. Oui, mais ça, c'est les années où on remonte de Ligue 2. Exactement. On récupère... Non, c'est bien après. Bien après 2000-2001. Comment il s'appelait déjà? J'ai failli dire Chiellini, mais c'est presque qui. Ah putain. Ah, j'aurais pas. Ah, je vous donne le prénom, Stefano. Ça va pas vous aider grand. Moi j'étais sur Tomasi, mais c'est pas ça. Tu te rapproches beaucoup, mais tu n'as plus le droit de répondre. Là, il reste que Eric. Je sais. Eric, faut qu'il dise une réponse comme ça. Oui, le problème c'est que j'aurais pu trouver le nom de celui-là. Je le vois. 2 matchs, 2 buts contre son camp. Magnifique. Après, il est reparti. Mieux que Nakata quand même. Ouais. De 2001-2002. Bon, je passe mon tour. J'y arriverai pas. Messieurs, vous l'avez pas? Attends, quand même. Là, ça compte jusqu'à 10. Moi, il m'a dit Tomasi, tu es prêt? Je veux te dire un Tomasini. Non. Qui était plus aussi. Deschilier. Non. Il a dit Deschilier. Ah, c'est lui qui l'a dit. Ah, ça revient pas. Et tu vas le dire, ça va m'énerver. Oui, voilà. Moi aussi. Il était à Parme, je le vois. Bon, vas-y, tant pis. Torizzi. Non, je l'avais pas. Non, c'est pas lui. Stefano Torizzi. Torizzi. Ouais. Et 2001-2002, il fait 2 matchs à l'OM, 2 buts contre son camp, et il repart. Ah merde. Je me souvenais même plus de lui. Avec Franck Leboeuf. Il était en défense centrale avec Franck Leboeuf à l'époque. Je me souviens même plus de lui. C'est pas où l'époque le grand Bernard était revenu aux affaires? Exactement. Ah ouais. Exactement. Ah oui, Deva, il avait pris le boss espagnol là. Comment il s'appelait là? Alberto. Ah non, Riera. Alfonso et Riera. Voilà. Magnifique deuxième partie de saison des deux d'ailleurs. Alfonso, très romantique. Ouais, très romantique. Donc, troisième question, désolé. Il triche lui, hein, monsieur. Il triche lui. J'envoie des cœurs à quelqu'un. Alors, quel grand joueur italien des années 90-2000 a fini sa carrière en Australie? Del Piero. Ah oui. Alessandro. Quel joueur, Alessandro? Sur le fil, parce que c'est romantique d'aller en Australie. Et Del Piero était romantique. Oui, aussi. Était le romantisme. C'est aussi inconscient vu la taille des doublette Del Piero très aiguë. 1-0, c'est ça? Pour toi? Non, j'ai pas trouvé. Non, c'est toi Del Piero? Je croyais que c'était Eric. Non, il me le prend. Écoute, arrête, pose ton portable. Là, Eric, il est plus sur le romantisme. J'ai regardé, il était en train d'envoyer texto à ma femme là-haut. J'arrive. C'est là que tu racontes, tu vois merde. 33 ans, c'est jeune pour être paraplégique. Quatrième question, messieurs. Soyez bien concentrés parce que là, je pense que Eric peut vous coiffer au poteau. Quel joueur a joué dans l'ordre à l'OM, la Lazio, la Juventus et pour finir sa carrière à Middlesbrough? C'est pas De La Peña? Non. Ivan De La Peña, j'adore. Alors, OM, Lazio. OM, dans l'ordre. OM, Lazio, Juventus et Middlesbrough. OM, Lazio. Tu le connais. C'est les années 2000, non? Et toi, tu as répondu non, c'est pas drôle. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours le truc là. Putain, j'aurais pas, je pense. T'as dit Dugas, donc ça marche? Non, c'est pas moi qui ai dit Dugas. Ah, c'est qui qui a dit Dugas? J'ai dit année 2000, j'ai demandé. C'est Eric qui a dit Dugas. Non, 90 surtout. OM Lazio, qui a fait ça? Mais attends, il a été formé à l'OM du coup? Pas du tout. Ah, t'as pas les clubs d'avant, il a fait OM. Ouais, voilà. OM, Lazio, Juve, Middlesbrough. Si vous voulez, avant, il était à Lazio aussi. Un Italien du coup? Non. Un Français? Non, mais les gars, donnez-moi des réponses. Moi, je passe. Lazio, non, c'est nul. Il a fait Lazio, OM Lazio? Allez, on passe. Moi, j'aurais pas. Eric? C'est chaud ça. Petit indice, Eric a joué avec. Mais non, alors, ça c'est grave. Tu déconnes, Eric. C'est grave. Et je vous donne pas la nationalité parce que c'est trop facile. Il y en a très peu quand je joue à l'OM en fait. Ok. Qui c'est? Dobrovolski, non? Non. Mais on est dans les pays de l'Est. Hein. Ouais, j'aurais pas. C'est pas votre culture marseillaise. Stojkovic? Non, mais on s'en rapproche. Ah, Boxic, ouais. Exactement. Je suis nul. Putain, Alain. Vous êtes nul, hein? OM, je suis breton. Que tu as vu il y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. Ah oui, Alain. C'est vrai qu'il a fait Middlesbrough. C'est lequel de club entre la Lazio et la Juve? Ah, ben oui, la Juve. Je suis impardonnable. Avec Ravanelli d'ailleurs. Impardonnable. Il jouait avec Ravanelli. Moi j'aurais vu la Lazio, mais pas la Juve. Boxic, Ravanelli en attaque de la Juve. Et toi, tu les as eu les deux. Bon, pas ensemble évidemment. Donc 1-1-1. Ouais. Ah, c'est bon. Il y a combien de questions? Il y en a 10, on a la 5e. Allez.
Quel joueur de génie a fait chanter la Marseillaise à des Anglais? Cantona. Ah ouais, Canto. C'est toi. Ah, c'est. Non, c'est lui avant. Simultané. Non, sur le film, et c'est Ouais, lui. y a doute. Moi, je vous donnerai un demi-point chacun. Mais bon. Allez, chacun, ça change. Allez, un demi-point chacun. Mais celle-là aussi, elle va très très vite. Il sait que ça, c'est un enculé. Alors, ça, c'est une enculerie, comme on dit. Toi, tu le donnes parce qu'on leur donne un demi-point. Moi, il le sait. Mais oui, toi, tu t'es fait embrouiller. Mais non, je voulais. Je veux que tu mets un point chacun. Ça soit. Non. Il y en a qu'un qui a répondu. Allez, un point pour cheat. Allez, un point pour deux. Fair play, bravo. Fair play. Quel joueur passé par l'OM était surnommé les Pépé Flingueurs à Metz? Ah, ben c'est. Pouget. Pires, Pouget. Pour moi, il fallait les deux. Pires. Trop tard. Voilà. 2-2. Les gars, vous avez sorti tous les deux Pouget en premier. Oui, et c'est qui l'autre? C'est Pires. Et oui, avec la chenille, le train, putain, ça a marqué tout le monde. Ils s'appelaient les Pépé Flingueurs. Ils avaient flambé les deux. C'est quoi, 99 ils sont champions? 97? Ils sont pas champions. Non, ils sont égalité avec Lens et ils perdent au goal average. Exactement. 7ème question, messieurs. Quel joueur doté d'une énorme frappe passé par l'OM? Non. Mais laisse-moi finir la question. Finis la question. Je laisse mon tour. Quel joueur doté d'une énorme frappe passé par l'OM a fait une grande partie de sa carrière et a fini à Strasbourg? Ah, je l'ai en Fini à Strasbourg? Ouais. Que de cheval. Teddy Bertin. Non, Johnny Ecker. Teddy Bertin. Mais attends. Je pense que Bertin a été formé à Strasbourg et après il est venu à l'OM. Non, il a été formé à Strasbourg, oui. Il est venu à l'OM, il est resté un an et après il a fait toute sa carrière à Strasbourg. Et Johnny Ecker, non? C'est Lille. Teddy Bertin, défenseur central. Il n'avait pas une grosse frappe. J'ai confondu Johnny Ecker et Teddy Bertin. Non, il frappait pas souvent. Oui, il valait mieux pas pour les supporters. Mais oui, Teddy. On est à 2-2 là. Ouais, queue de cheval. Dans ces années, il y avait deux queues de cheval magnifiques. C'était Teddy Bertin, Frédéric Mérieux. Mérieux, grand romantique. Grand romantique, Frédéric. Mais ça, non? Eric, toi, t'étais là. T'as joué avec Mérieux avant. T'as joué avec Mérieux? Oui, je l'ai même vu arriver au club. C'est-à-dire, plus jeune. J'ai même souvenir, plus jeune génération, juste un peu après moi. On n'a pas beaucoup d'écart. Sauf que là, lui et Patrice Hérault, quand ils sont venus faire le stage de détection à Pâques, là, chaque année, il y a une tasse de détection. Et à l'époque, donc, il devait avoir 15 ans ou 16-17. Et donc c'était les mecs qui avaient joué contre le centre de formation dans lequel j'étais. Donc je les ai vus, j'ai vu leur stage de recrutement. Ils sont du sud. Oui, de Toulon. Fred, c'est ça. Ils arrivaient de Toulon. Quel joueur? On était du Bossé et l'autre Fred par là-bas. Là. Légende à Metz d'ailleurs. Fred Mérieux. Et à juste titre d'ailleurs. C'est toi. 2-2. Là c'est moi. 2-2. Ah, 2-2, bravo. Oh putain, c'est serré. Je m'attendais pas à ça. Je t'avais dit que c'était des bibles. Concentré. 8ème question. Quel joueur des années 90-2000 est passé dans l'ordre par Martigues, Bordeaux, le PSG? Oh putain. Martigues, Benarbia. Ah ouais, Martigues, Benarbia direct. Ah oui. Martigues, PSG. Dans le micro. C'était dans l'ordre, tu as dit? Martigues, PSG. Martigues, Bordeaux, le PSG et Manchester City. Tu as oublié Monaco au milieu. Ouais. Ah oui, non mais j'ai volontairement. Je sais, je l'ai mis parce que tu avais joué avec lui. Volontairement. Après j'ai vécu. Je mens pas. Il est passé par. Je pensais que ça allait être un Olympien, donc j'ai pas cité Ali, tu vois. J'attendais de voir si c'était Patrick Lodo. J'ai fait exprès de pas dire Monaco. Ouais, j'étais prêté un an moi. Et Ali débutait. Ali et Patrick Blondeau débutaient. Des deux à l'époque? Deuxième division. Patrick Blondeau, Bologne dans les mémoires. Coup de casque au CRS. 87-88. Non, mais j'ai mis volontairement. J'ai compris. J'ai enlevé Monaco parce que je savais que ça allait trouver direct. Bon, Ali Benarbia, ouais. Bravo. Très grand joueur. Très grand. Romantique. Tu as pris une option sur la 3-2. Deux questions. Si tu as trouvé une, tu as tué le gars. Il reste une question, non? 2. 9 et 10. C'est beau. Quel grand joueur italien cumule 902 matchs au Milan AC? Maldini. Bravo. Lequel? Là, c'est facile. Paolo. Ah ouais, ça. Il y a Césaré aussi. Il y a Césaré. C'est vrai qu'il mais il est 3. Il y a le fils. Il y a le dernier, il a joué un petit peu. Après, il est parti, mais il a joué un petit peu. C'est Jarry, le père, surtout. Oui, c'est l'entraîneur en 98 de l'Italie. Ouais, ça fait. C'est vrai. Lunettes, cheveux blancs. Donc ça fait 3-3-2. Ouais, il faut que j'égalise. Il y ait une balle de match. J'espère que t'en as une derrière. Oui, j'en ai une. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Quoi qu'il arrive, ils auront une balle de match entre eux si jamais c'est vrai ça. Personne ne trouve. Oui. Ou alors il y en a un qui tue le game. Allez, après cheat. Ouais, je peux répondre. Cheat. Attends, moi je pense qu'on laisse l'invité gagner. Non, jamais j'accepterai ça. Allez, joue. Non, le terrain, c'est le terrain. Mais ça fait 3-3-3. La balle de match. Non, quel joueur passé par l'OM est devenu président de son pays? Ouéa.
Oui. Il est allé trop vite. Il était trop vite, je l'avais. Bravo. De quel pays? Il est fair play. De quel pays? Le Libéria, monsieur. Ouais, là, c'est bon. Genre, les gars, je finis dernier. Ballon d'or, Milan. Tiens, rien que pour ça. Bravo Nico. Après le tournoi de fléchettes à la cave, il gagne le quiz. Il est en strike là. Belle semaine. Belle semaine. Très belle semaine. Comme toutes les émissions. Romain, bravo. Merci. Bravo Nico. Merci. Face à Monsieur Dimeco quand même. Ouais, non, mais moi je suis pas une. Non. Alors, Kikadi, tu as un bon palmarès. Hein. Alors, oui, parce que c'est des trucs que tu lis maintenant sur l'histoire du foot. Des fois, si je peux me permettre, j'ai gagné le Kikadi avec Eric. Ah oui, c'est vrai. Pendant le confinement. Incroyable, c'est beau ça. Voilà, ouais. Et T'as gagné quoi? J'ai gagné 50 € de bon d'achat chez T-shirt Corner à l'époque. D'ailleurs, super cadeau. Il paraît que ce soir il y a plus comme cadeau. D'ailleurs, sur RMC, maintenant il y a des gros cadeaux. Mais là c'était le confinement, on était à la rue là. Il fallait payer le gros Moscato, donc on pouvait plus donner les cadeaux. Alors moi j'avais été très bon contre l'auditeur, j'avais fait un 3-0. Je me rappelle encore, j'avais Guingamp, Papin, tout ça, impeccable. Et c'est Eric qui avait gagné sur la Golden Carotte. Oh là là. Mais voilà, c'est beau. C'est beau. Voilà. Magnifique. L'histoire se rejoint, c'est incroyable. Ça me donne des frissons, moi, j'entends ça. Moi, j'avais vu toutes les vidéos du tournoi mondial. Je pleure. Quand tu pars en arrière avec Titoff, non? Non, il n'y a pas Titoff. Marie Vingépé. Maryse. Tu pars en arrière sur une question, tu es tout rouge. Mais t'as gagné, hein. On dirait qu'il a perdu, mais il a gagné. Quelques points d'espérance de vie qui ont été perdus quand même. Oui, exactement. Moi, le Kikadi, c'est un petit moment de bonheur tous les soirs quand j'en du taf. Moi, je me mets les. Alors, est-ce que tu sais que là, cette semaine, donc, on avait Fred Pouillet qui posait les questions. Je l'ai. Avec l'accent, tu l'as vu ça? Tu sais que je le réécoute et je pleure. Incroyable. Je pleure de nous entendre aussi con. Tu fais quoi, l'accent marseillais? Ouais. Donc, hier, c'était. Il demandait à Steve Brun et Pierre Dorian, qui sont deux Parisiens, de répondre avec l'accent marseillais. Et Pierrot, la première réponse, je crois qu'il a dit Beckenbauer, oh putain, comme écoute, il a dit comme ça pour faire l'accent marseillais. Je pleure quand j'écoute ça. Je l'ai pas entendu hier, mais c'est exceptionnel. Alors écoute-le, tu vas voir, tu vas pleurer. Très et honnêtement, nous, avec Vincent, il nous demandait de faire l'accent parisien. Et écoute, tu vas. Ça va être pas mal, toi, tu vois, avec l'accent parisien. C'était hier, donc écoutez ça. Mais en tout cas, je me régale. Vraiment, c'est un bonheur. Je suis pas tout le temps d'accord, forcément. Oui, non, mais c'est le but. Et des fois, c'est rangeant. Mais des fois, même nous, on n'est pas d'accord avec nous-mêmes. Oui, je sais. Des fois, un jour, on fait le lendemain, on n'est pas d'accord du jour. Il faut pas trop chercher non plus. C'est que du football. C'est pas grave. Par contre, c'est là où on se rejoint un peu avec la brigade. Du coup, c'est que des potes qui discutent entre eux. C'est ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on veut en fait. Nous, on est potes. Ça fait 17 ans qu'on fait ça. On est vraiment potes. Incroyable. On fait des apéros. Vous avez vraiment amené ça, ce côté collègue. Nous, d'abord, on a vite été potes. Et c'est pour ça sûrement que ça marche. Ça s'est fait dans ce sens-là. Ouais, parce que bon, moi je connaissais un peu Vincent, mais on a vite accroché. On a vite été comme pareil. C'est bizarre. La même connerie. Et puis surtout, vite faire des soirées, vite faire des conneries. Donc, et moi, petite bonbon que je me fais de temps en temps sur YouTube, je me mets les résumés de tous les pétages de plomb de Moscato sur le Kikadi. Et je te jure. Ah ouais, ça existe ça. Ah oui, je vais le regarder. Tout existe sur Internet. Je pleure de rire. Je vais le regarder. Mais c'est moi, il a dit Eric. Mais c'est moi. C'est moi. C'est moi. Non, mais c'est ça. Et donc, si vous voulez rigoler aussi, on le trouve sur Internet ou je sais pas où. On fait un débat sur la pétanque aux Jeux Olympiques. Bah moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Ouais, mais écoute le débat. Je l'ai entendu en live. Je crois que ça me dit quelque chose. Quand je l'écoute encore, je pleure. Je crois que ça me dit quelque chose. Je pars sur quand j'étais petit, c'était culturel. Je jouais avec les boules de mon père. Ah, je l'ai entendu ça. Je l'ai entendu. Voilà, tu pleures. Vraie question, tu es d'accord pour la pétanque au... Bien sûr. Oui, pourquoi pas, ça aurait été bien. C'est international, c'est télévisuel, c'est télégénique. Moi j'adore. C'était très. Moi je regarde les masters. C'est culturel. Il y a plein de nations qui le jouent, c'est télégénique surtout. C'est ça. Moi je suis pour. Exactement. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez, parce que je demande toujours ça en fin d'émission aux chroniqueurs et tout, est-ce que vous avez quelque chose à recommander à nos auditeurs ou à nos viewers, du coup, que ce soit une série, un film, n'importe quoi, quelque chose à recommander, un écrivain, une musique, voilà, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à recommander. Je peux prendre la parole, c'est bon. Tu prends là, tu l'as. J'en ai fait référence tout à l'heure, mais bon, en vrai, il n'a pas besoin de recommandation, c'est quelqu'un assez connu. C'est Zagnani, c'est un youtubeur et streamer. Lyonnais, mais bon. Et il est lyonnais, mais toutes les semaines, il sort un Zach en roue libre où il interviewe une personnalité du sport. En ce moment, il fait beaucoup de sport, mais il fait aussi des gens d'internet, des gens de la télé. Et il a interviewé Samir Nasri, qui a un super épisode où ça parle 2 heures, où Samir il raconte toute son histoire sans langue de bois, à mourir de rire. Très intéressant. Adil Rami aussi, ça. Il a eu Adil Rami
Rami qui est une masterclass, Didier Drogba récemment, Kevin Séraphin, un joueur de NBA. Que des Marseillais. Et en vrai c'est très bien, c'est un face-à-face comme ça en podcast, c'est très détendu, très cool. Donc bon, il n'a pas besoin de notre recommandation, mais si vous avez envie d'écouter un truc un peu chill et d'en savoir plus sur une personne de manière vraiment très douce et très calme. Ouais, parce qu'il le fait bien. Oui, il le fait bien, il va chercher des trucs que tu n'as pas l'habitude dans les interviews et tout, et de manière ultra naturelle. Et je recommande Zach Nani, du coup. Zach en roue libre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Nico? On a vite fait parler tout à l'heure, mais le reportage sur les minots sur Canal. MyCanal, ça y est, vous le trouvez? Canal, c'est incroyable. Franchement, moi qui connais un petit peu l'histoire de mon club, depuis 35 ans que je suis supporter. Et là, j'ai appris plein de choses. Je suis resté estomaqué sur cette ambiance entre les joueurs, ce côté minot de quartier, tout ça, c'est incroyable. Et vu qu'on parlait de romantisme, je trouve que ce document. Moi, ça m'a tiré les larmes, moi je dis. Très sincèrement, ça m'a tiré les larmes. C'est incroyable. Et finalement, parler de tous les documentaires sur Canal qui parlent de sport, que ce soit, comment ça s'appelle, Inside, tout ça, c'est incroyable. Ils font vraiment du très bon travail. Ouais. Si vous avez Canal, c'est cool. Sur MyCanal, c'est? Ouais, MyCanal. Ouais. Et, les minots, t'apprends plein de choses. Allez. Et moi, on retrouve Eric aussi. Bien sûr. Et on retrouve surtout mes anciens coéquipiers, Marcel De Falco qui est énorme. Oui. Il est énorme. Et même José Anigo, par exemple. Oui. Moi, j'ai redécouvert un José Anigo, tu vois, que je connaissais pas comme ça. C'est avec lui, non? Il fait partie de. Non, mais moi, il m'a touché. Ils sont allés jouer au stade de Luvonne, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, j'étais pas au courant, moi, tu vois. Et c'est hallucinant. MyCanal, alors c'est quoi? C'est le nom, c'est les minots? Non, c'est l'épopée des minots. Non, les minots. Les minots, c'est ça. Les minots, voilà. Parce que moi, j'ai l'épopée des minots, mais. Je conseille vraiment. Non, mais c'est vraiment culture. C'est presque pop culture marseillaise. Ouais, mais c'est très bien. Exactement. C'est ça, on parlait c'est le but de nos émissions. Voilà, on parlait de. Je pense que même des gens qui sont pas de Marseille mais amoureux de football pourraient adhérer à ce genre de choses, quoi. Voilà. Écoute, les minots sur Canal. Eric, toi écoute, déjà mettre en avant là où on est quand même le local. Le local, parce que on parlait de ce qui est bien à Marseille aujourd'hui, c'est justement Renaud, moi je l'ai vu naître, donc Renaud Perrin, fils d'un de mes meilleurs amis, Charles, que j'embrasse. Voilà, jeune chef passionné, talentueux, très bel endroit. Qui a monté son petit resto. Voilà, donc le local rue d'Andoum. 59 rue d'Andoum. 59. Il y en a un autre aussi rue Tilsit qui s'appelle Copain. J'ai découvert voilà, que je connaissais pas. Je suis allé là-bas, pareil, jeune chef. Je crois que c'est un petit couple aussi, comme ici. Pareil, talentueux, génial. Moi j'aime même mettre en avant Païma, vous connaissez Païma, les Païma, petits c'est choux, la pâtisserie qui a César Allemand. C'est ça, exactement. Donc c'est des jeunes qui font des. Alors il y a beaucoup de chouquettes avec la vanille, la crème à la vanille, voilà. Et donc c'est super bon. J'en ai mangé il y a une semaine, c'est délicieux. Je parlais de la laiterie marseillaise parce que c'est des jeunes qui sont passionnés, qu'on connaît bien. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis que on a fait des accords bière et fromage avec elle. Souvent, c'est des amies commerçantes. Meilleur fromage de Marseille. Voilà, les fromages et les yaourts. Donc j'aime bien mettre en avant tous les jeunes qui sont passionnés. Tu m'as coiffé au poteau, Eric. Et Ben Mouture. Parce que moi, ma recommandation, c'était le local. Ah, pardon. Ah, mais tant mieux. Le 7ème, on recommande le 7ème. On recommande le 7ème. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'Eric ne parle que de nourriture, alors qu'il est. Non, mais moi je fais gaffe parce que j'aime j'aime aller dans des trucs comme ça là. Tu aimes bien manger, ça ne veut pas dire. Dans le 7ème, on a de la chance. Voilà, et puis l'apéro bar de l'Avenir. Bien sûr. Au 26. Si vous aimez de la musique énervée, Dagoba avec Shooter, qui est juste derrière. Il doit être à l'Avenir. Mais il est juste derrière, tu l'as pas vu passer? Moi je l'ai vu démarrer lui aussi. Je l'ai même aidé au début quand j'étais élu à la mairie de Marseille. C'est à Marseille, hein? C'est Marseillais, bien sûr. Je savais pas. Mais si, ils avaient fait un tremplin à l'espace Julien il y a longtemps où tu avais été jury. Ah non, c'était même moi qui l'avais mis en place. Exactement. Et moi j'ai un ami Lionel d'Entropie qui nous a prêté cette écharpe qui trône au milieu, qui a fini deuxième de ce concours et il m'en parle encore. C'était c'est vrai, Lionel. C'était des projets que j'avais mis en place quand j'avais été adjoint au maire début des années 2000. C'était Espace Julien, le concours. Et c'est comme ça que j'ai croisé Shooter, donc le chanteur de Dagoba, on est toujours potes, on fait l'apéro. Marseille Village. Exactement. Même Marseille, c'est un village. En tout cas, Eric, un grand merci. Mais tu as vu, je devais passer une demi-heure, ça fait 1h15. C'est beau, non? Non, mais ça me touche beaucoup. Parce qu'on est vraiment des enfants de. Enfin,
il est adopté, mais il est différent, mais on est vraiment des enfants de cette période et tu as bercé nos cœurs et nos âmes quelque part. Bien sûr. Merci pour votre invitation. Les gars, Et merci, j'espère que ça t'a plu. Sinon, je ne serais pas resté aussi longtemps. C'est vrai. Et on te libère du coup. Et ton activité, donc, c'est toujours le Moscato Show. Le Moscato Show, tous les après-midi, 15h-18h, avec mes copains, Vincent Moscato, Denis Charvet, Stephen Brun, il y a Marion Bartoli qui nous a rejoint, et Pierrot Dorian et Adrien Egoin et Fred Pouillet. Voilà, c'est la bande de potes depuis 17 ans. Et on te retrouve là-bas et on se donne rendez-vous peut-être là-bas. Un jour, je serais peut-être invité si la brigade marche bien. Non, mais par contre, on risque de venir faire une émission quand il y aura les finales de Top 14, je pense. Donc, si vous savez qu'il y a l'émission, faites-moi signe, comme ça vous venez. Écoute, avec grand plaisir. Je vous présente les garçons. Alors ça. Ils ont le coup de. Ils ont l'apéro elbow facilement. On l'a aussi, tu sais. C'est parti, on va boire là. Merci les gars. Et merci au local. Merci, Eric. À bientôt. Ciao, l'équipe.